La parole est maintenant à Madame Annick Girardin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, ce budget pour 2013 témoigne de la volonté du gouvernement de faire de l'outre-mer une priorité. Ministère de plein exercice, loi sur la vie chère outre-mer dès septembre, budget de la mission outre-mer en hausse, toutes ces mesures étaient attendues et elles sont, je vous le confirme ici, Monsieur le Ministre, appréciées à juste titre. En effet, plus que des mesures, il s'agit d'un cap, d'une vision à long terme pour favoriser le développement économique des Outre-mer. Et je ne peux que me réjouir, tant en mon nom propre qu'au nom du groupe de RDP. Les crédits de la mission Outre-mer, nous l'avons rappelé, sont en hausse. La programmation pluriannuelle prévoit une augmentation de 13% des crédits de paiement entre 2012 et 2015. Cette hausse est de 5% dès 2013. À ce titre, je veillerai, et je ne serai sans doute pas la seule sur ces bancs, à ce que la projection pluriannuelle ne soit pas remise en cause lors des prochains exercices budgétaires, afin que le ministère des Outre-mer reste un ministère prioritaire. Nous sommes cependant tous conscients dans cet hémicycle que les ultramarins doivent prendre leur part au rétablissement des comptes publics. Mais nous savons aussi que les Outre-mer doivent bénéficier de moyens adaptés pour réussir leur développement économique. Lors de l'examen des précédents projets de loi de finances, je rappelais justement la nécessité de prendre en compte le retard énorme structurel de nos collectivités ultramarines qui compromet l'indispensable développement économique endogène et exogène de nos territoires. Aussi, le programme d'investissement triennal, doté de 150 millions d'euros en autorisation d'engagement, dont 50 millions d'euros ouverts dès 2013, est nécessaire et salutaire. J'aurais souhaité, par contre, Monsieur le Ministre, avoir davantage d'informations sur l'inscription pour les prochaines années des crédits engagés dans le cadre de ce programme pluriannuel. Nous sommes nombreux ici à souhaiter avoir l'assurance que les crédits seront bien débloqués après 2014. La priorité en matière d'aménagement des territoires est de combler les retards dans les investissements structurants, comme les infrastructures de transport, l'eau et l'assainissement, le logement social, le traitement des déchets ou encore l'investissement dans de nouvelles filières économiques innovantes, comme les énergies renouvelables, la biodiversité, les produits cosmétiques et pharmaceutiques. Notre grand défi, Monsieur le Ministre, est de redresser les territoires des territoires où nos concitoyens sont frappés par un chômage 2 fois plus élevé qu'en métropole, et l'investissement public est bien au cœur de cette stratégie. Il est le moyen incontournable, cet investissement fort public, de réunir les conditions d'une croissance durable, créatrice d'emplois, afin de proposer notamment un avenir à notre jeunesse, pour le moins désemparée aujourd'hui. 42% des jeunes ultramarins entrent dans la vie active sans diplôme. C'est une nouvelle fois 2 fois plus qu'en métropole. Aussi, il est grand temps de porter un effort pour leur formation, pour leur insertion professionnelle et pour leur ouvrir des perspectives. Je souhaiterais maintenant aborder le dossier sensible de la défiscalisation outre-mer. Car l'image de la défiscalisation outre-mer a souvent été ternie par des approximations, des raccourcis et des contre-vérités, vous l'avez dit vous-même, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais ici m'adresser plus particulièrement à nos collègues métropolitains, car la défiscalisation outre-mer n'est pas le paradis pour les riches tant décriés. Elle finance de vrais projets et contribue à la croissance économique de nos territoires éloignés. Si pour l'État, le coût de la défiscalisation en 2012, nous l'avons entendu tout à l'heure en commission des finances, serait de 850 millions d'euros, je voudrais souligner que 60 à 80% de ces millions ont été rétrocédés aux exploitants des équipements acquis grâce à cette épargne mobilisée. La défiscalisation outre-mer aide véritablement nos territoires à surmonter les handicaps lourds, spécifiques au tissu économique de nos collectivités ultramarines, principalement composées de petites entreprises, on l'a déjà dit, structurellement sous-capitalisées et fatalement plus fragiles en période de crise. Certes, je ne considère pas, comme beaucoup d'entre vous, la défiscalisation comme l'instrument idéal. D'ailleurs, je demande son évaluation depuis plus de 3 ans au sein de la Commission des finances. Mais pour le moment, et en l'absence de propositions alternatives, le dispositif existant est un instrument avéré de développement économique et de croissance que nous ne pouvons pas modifier à la va-vite au risque de déstabiliser un équilibre bien fragile et tout relatif et de compromettre les projets en cours. Dans tous les cas, dans l'immédiat, l'outre-mer ne peut pas se permettre une année blanche d'investissement. Et l'État n'a pas les moyens, à lui seul, de se substituer au levier budgétaire que représente la mobilisation de l'épargne privée.
Je me félicite donc de la décision du Premier ministre Jean-Marc Ayrault de ne pas remettre en cause la défiscalisation outre-mer, sans avoir trouvé au préalable, et tous ensemble, après une évaluation, une stratégie économique de financement de des économies ultramarines. C'est une décision nécessaire et courageuse. Or, je regrette, comme beaucoup d'entre nous, qu'il y a quelques heures, un amendement ait pu être voté en commission des finances, limitant la défiscalisation en l'état à l'année 2013. Cela ne manquera pas de provoquer inutilement des inquiétudes et un attentisme des investisseurs. Et j'ai entendu votre message rassurant, Monsieur le ministre. Sur un autre sujet, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous faire part de mon inquiétude concernant la ligne budgétaire sanitaire, sociale, culturelle, jeunesse et sport, qui passe de plus de 32 millions d'euros à 5 millions d'euros. J'imagine que cette baisse, d'apparence drastique, doit relever en réalité d'une problématique d'organisation administrative. Il me semble en effet savoir que nous demeurons en attente de certains arbitrages de répartition des crédits sur cette action. Je vous remercie, Monsieur le ministre, des précisions que vous pourrez m'apporter sur cette question. Concernant plus généralement Saint-Pierre-et-Miquelon, ce budget et le renforcement des moyens structurels qu'il traduit constituent le premier pas, côté État, de la démarche de relance de notre économie pour laquelle je me bats depuis maintenant 6 ans. Vous le savez, Monsieur le ministre, la relance économique de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est d'abord le soutien aux projets d'aménagement et de remise à niveau de nos infrastructures portuaires structurantes. Comment accepter en effet que les ports d'intérêt national de Saint-Pierre et de Miquelon continuent à fonctionner avec les restes d'un équipement conçu à l'époque de la grande pêche, alors qu'aujourd'hui, les enjeux et les opportunités sont radicalement différents. Pour un archipel français à la porte du Canada, dans un positionnement naturellement privilégié, pour tirer pleinement profit de l'essor des activités d'hydrocarbures et des activités maritimes dans la région. C'est aujourd'hui et dans le prochain contrat de projet État-collectivité que les conditions de notre avenir devront être posées. Et je vous remercie par avance, Monsieur le ministre, du soutien résolu que vous voudrez bien apporter en faveur de notre archipel. Ce développement de nos équipements structurants constitue en effet une urgence, tant la situation actuelle est catastrophique, avec un dossier de la restructuration de la filière pêche qui n'avance plus depuis 2 ans. Et comble pour le fleuron historique de la pêche française que représente notre archipel, un port de Saint-Pierre qui ne dispose même plus d'entrepôts frigorifiques, au détriment direct de toute activité de transbordement, ainsi que des retombées économiques et des emplois directs de dockers qui devraient en découler. Un port aménagé est pourtant la condition d'une pleine intégration de notre archipel dans l'essor des activités maritimes de la région, comme la croisière qui est désormais une part essentielle de l'économie régionale. C'est également inciter les plaisanciers à venir de plus en plus nombreux partager l'expérience unique et passionnante de notre bout de France en Amérique du Nord. Le rôle de l'État dans cette relance de l'économie dans l'archipel, c'est aussi et nécessairement l'accompagnement institutionnel dans la mise en place des outils qui définiront le cadre de notre avenir. Il s'agit tout d'abord, et bien évidemment, du dossier Extraplaque, avec la prochaine étape que devra constituer dès 2013 le dépôt du dossier définitif de revendication par la France de ses droits légitimes concernant le plateau continental étendu au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Suite au dépôt en mai 2009 de la lettre d'intention de la Commission des limites du plateau continental à New York et la mission Ifremer, menée dernièrement dans nos eaux, qui, dans ses conclusions, justifie scientifiquement la légitimité de notre revendication. D'ailleurs, mes chers collègues, je vous invite à visionner l'excellent reportage sur le sujet du programme Extraplaque, diffusé vendredi dernier dans l'émission Thalassa, en rediffusion sur le site internet de France Télévisions. Je rappelle pour mémoire que grâce à ces outre-mer, oui, c'est de la pub, que grâce à ces outre-mer, la France est présente sur tous les océans du globe et dispose, vous l'avez dit, chers collègues, du 2e domaine maritime mondial. Sur ce dossier, il est à espérer que l'échéance prochaine de décembre 2013, concernant le dépôt du dossier par le Canada, poussera nos amis et voisins à revoir leur position aussi intransigeante qu'erronée et à reconnaître que du fait de l'organisation de la Commission des limites du plateau continental, les dossiers canadiens et français seront réciproquement et irrémédiablement bloqués tant qu'une négociation n'aura pas eu lieu, afin d'aboutir à une solution concertée et mutuellement avantageuse, ce qui s'impose en l'espèce. Au-delà de ce dossier,
international, Monsieur le Ministre, mais pour rester dans le domaine maritime, je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que, malgré mes interventions renouvelées, notre archipel attend toujours le respect des engagements pourtant répétés de l'État concernant la programmation de l'essentielle mission d'inventaire scientifique des ressources maritimes dans notre zone économique exclusive, à l'instar des missions déjà menées ailleurs outre-mer. Par ailleurs, en matière d'accompagnement institutionnel, plusieurs chantiers demeurent à achever, concernant notamment l'extension aux commerçants, artisans et professionnels de notre archipel des services des aides du FISAC, dont nous demeurons exclus en pratique aujourd'hui. De même, des institutions essentielles, telles que France Agrimaire ou encore France Filière Pêche, doivent enfin trouver toute leur place aujourd'hui à Saint-Pierre-et-Miquelon. En matière sociale, nous avons certes obtenu ensemble, dans le cadre de la loi sur la vie chère, des avancées institutionnelles réelles au bénéfice des habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment en ce qui concerne les nouvelles possibilités de financement de l'action sociale de la Caisse de prévoyance sociale. Pour autant, il demeure urgent de mener ces mesures à terme par voie d'ordonnance. L'archipel cumule un retard considérable en matière d'extension de ces dispositifs, à l'image des aides au logement qui existent partout en France depuis 35 ans. Il est également urgent d'adapter d'ici la fin de l'année, par voie d'ordonnance, la modification du système de revalorisation spécifique des pensions versées localement par la Caisse de prévoyance sociale et par l'ENIM, afin de tenir les engagements répétés de l'État et rendre ce dispositif annuel et automatique. Enfin, autre question que je me permets de soulever aujourd'hui compte tenu de son actualité. Le projet de construction du nouvel hôpital de Saint-Pierre-et-Miquelon va sous peu aboutir et le déménagement est prévu pour avril 2013. Il faut alors se poser la question d'une nouvelle maison de retraite. Qu'en sera-t-il au-delà de cette échéance? Est-ce que cette maison de retraite devra rester dans les locaux actuels, une annexe vétuste accolée au bâtiment de l'ancien hôpital, des locaux que le centre hospitalier abandonne enfin et à juste titre? Je vous interpelle aujourd'hui, Monsieur le Ministre, car nous pourrions prévoir dès à présent les moyens de la concrétisation des projets défendus de longue date afin que nos aînés dans l'archipel puissent enfin jouir d'une maison de retraite et d'une prise en charge digne de ce nom. Il s'agit véritablement à mes yeux, Monsieur le Ministre, d'une question de respect pour nos anciens et de justice sociale, et je suis convaincue que vous me rejoindrez là-dessus. Ce sont là, Monsieur le Ministre, autant de dossiers concrets que je souhaitais rappeler aujourd'hui dans le cadre de cette discussion budgétaire qui touche à tant d'éléments de la vie quotidienne de nos collectivités et de leurs habitants. Ce sont également, Monsieur le Ministre, autant de dossiers dont vous pourrez constater vous-même l'urgence sur le terrain lors de votre venue dans notre archipel au début de l'année 2013, tel que vous nous l'avez annoncé ici même dans cet hémicycle il y a quelques semaines. Une dernière remarque, si je peux me permettre, Monsieur le Ministre. Le président Hollande a défini l'outre-mer comme une priorité pour le gouvernement et nous avons ensemble le devoir de réussir cette mission. Or, pour cela, il serait souhaitable que les démarches de l'administration ne télescopent pas l'action des politiques que nous sommes tous ici. Nous avons tous un rôle complémentaire à jouer et c'est sans doute une condition de notre réussite collective pour concrétiser les ambitions du président de la République pour l'outre-mer et répondre aux besoins et aux attentes des populations ultramarines. Une petite remarque pour mon collègue Alfred Marie-Jeanne. J'ai beaucoup aimé l'angle de ses propos, c'est-à-dire de prendre effectivement la question de la justice dans les DOM et de l'étudier. Je crois que nous l'avons vu dans le cadre de la délégation à l'outre-mer. Le sujet de la justice outre-mer doit être effectivement... On doit se saisir de ce sujet et voir effectivement quelles sont les carences dans le domaine de la justice. Un seul exemple à Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal administratif dépend de la Martinique. On a vu un écart de 2 ans entre la venue à Saint-Pierre-et-Miquelon du tribunal administratif. 2 ans d'attente pour des dossiers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, la justice est une vraie préoccupation et nous allons devoir nous en saisir. Et puis, je voudrais dire que l'an prochain, il faudra donner beaucoup plus de temps à mon collègue René Dosière, parce qu'il y a la Polynésie, la Calédonie dans les TOM et dans les COM, mais il y a aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy. Donc l'année prochaine, beaucoup de travail pour vous, mon cher collègue. Monsieur le ministre, pour finir, le groupe 2RDP, vous n'en doutez pas, votera ce budget de la mission Outre-mer. Merci, Madame Girardin.